Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence dans le cadre de la Maison de l'expatriation, donc qui a lieu en ce moment à Paris et partout dans le monde, où on parle justement de toutes les thématiques liées à l'expatriation au départ et au retour aussi en France, hein, pour les expatriés qui sont déjà sur place. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir compter sur Lorraine Lebert, connue sur les réseaux en tant que Frenchilo, plus les nombres de followers, mais beaucoup, hein, plus de 200 000, je vois, 210 000 sur Instagram, plus du double sur TikTok, donc bravo. Qui va nous parler donc sa vie de française à New York. Il sera accompagné également de Raphaël Lebar, qui est revenu office et Rachid Akili, directeur de communication, du marketing et du développement de la CFE, de la Caisse des Français de l'étranger. Merci à tous les trois d'être présents. Alors, on va parler des États-Unis. On parlait en off tout à l'heure de la Coupe du Monde, hein. C'est un moment où justement on voit davantage les États-Unis, mais il y a beaucoup de Français qui veulent partir sur place et qui veulent vivre le rêve américain, en tout cas tenter l'aventure des États-Unis. Justement, Lorraine, comment toi tu as préparé ton départ vers les États-Unis? Alors, le départ aux États-Unis, ça va se faire en plusieurs étapes et ça va commencer avec le type de visa. En fonction des profils, des compétences de chacun, des diplômes de chacun, il y a plusieurs visas qui existent. Il y a des visas étudiants, il y a des visas pour les travailleurs, et ça, il y en a plusieurs. Il y a des visas entrepreneurs. Il y a plein de visas qui existent. Donc déjà, la première étape, c'est de bien chercher son visa et en fonction du visa qu'on a et en fonction justement de son profil, la préparation ne sera pas la même. Euh, dans tous les cas, il y a quand même certains aspects qui sont, on va dire, similaires les uns aux autres, peu importe notre profil. C'est qu'il faut bien sûr sécuriser un logement, avoir un peu d'argent de côté. C'est savoir aussi avoir les bonnes banques, les bonnes eSIM, les bonnes choses en fait, l'assurance santé aussi par exemple, pour pouvoir partir en toute sérénité et ensuite avoir le temps de rebondir sur place, le temps de trouver par exemple un téléphone américain, euh, de voir avec son employeur si on a une assurance adéquate avec son job, etc., etc. Effectivement, c'est une expatriation qu'on peut pas, comme ça, se dire, voilà, du jour au lendemain, on peut partir sur place. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as constaté? C'est important de s'entourer aussi pour bien préparer son expatriation? C'est important de s'entourer et encore une fois, la plupart du temps, quand on part en étant étudiant, quand on part en étant employé, etc., on est entouré de toute façon, on est guidé. Donc c'est pas, on part jamais tout seul. Euh, Après, quand on est bien sûr entrepreneur, qu'on a un visa E2, ben, on est entouré par des avocats. Certains visas demandent spécifiquement des avocats. Donc après, moi, ça n'a pas été mon cas. Je n'ai pas d'expérience sur ces différents types de visas, donc je ne pourrais pas en dire plus. Mais en tout cas, c'est ce qui se dit la plupart du temps entre les expatriés ici. Alors, forcément, on s'imagine qu'en tant que Française, ce qui arrive aux États-Unis, il y a plein de surprises qui arrivent voilà, quand on est sur place, hein. Ça fait l'objet aussi de nombreuses vidéos sur tes différents comptes. Quelles sont un peu les plus grandes surprises que tu as vécues en étant à New York? Je dirais les différences culturelles, différences aussi d'éducation entre les Américains et les Français, ça ne marche pas du tout pareil. La manière de dater, par exemple, aussi les Américains, c'est complètement différent et ça surprend beaucoup de Français. La qualité et la quantité de la nourriture, quelque chose de compliqué au début en termes d'adaptation. Le climat en fonction des régions où on habite peut être aussi un problème. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi les distances. On n'a pas l'impression. On a un petit bug sur le son. Peut-être pour revenir, Il y a eu un. mince, ça a coupé. En attendant justement le retour peut-être de Lorraine, Raphaël, j'imagine que sur des questions de santé aussi, il y a plein de choses qui surprennent vraiment les Français quand ils arrivent sur place. Exactement Excusez-moi, ça. le live est shut down pour moi de mon côté. C'est bon, t'es revenu parmi nous, Lorraine. I don't know why, ça a shut down, ça a repris direct. Je ne comprends pas cette plateforme, c'est très bizarre. Anyway, donc simplement ce que je disais, c'était que il y a plein de choses en fait. Il faut vraiment avoir une grosse capacité d'adaptation parce qu'il y a énormément de choses qui sont différentes. Pour des Américains, par exemple, faire 5 heures de route pour aller quelque part, c'est normal. C'est pas un voyage exceptionnel. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà fait par exemple la route Miami-New York. En road trip, j'ai mis 4 jours.
mes potes français m'ont dit: «Ah trop bien et tout quand même, ça fait pas mal d'heures, 20 heures de route, c'est bien en 4 jours quand même, c'est bien maquillé». Les Américains ont dit: «Bah, pourquoi tu as mis 4 jours? Nous, tu as mis le double de ce qu'on met, nous, habituellement». Voilà, petit Donc exemple. effectivement, on voit tout en plus grand. Et alors Raphaël, justement, sur la partie santé, on parlait des quantités de nourriture hyper importantes. Alors je sais pas si ça implique d'autres problématiques de santé qu'on peut avoir une fois qu'on vit sur place, mais la santé, là, c'est un vrai sujet aussi pour les expatriés qui viennent aux États-Unis. Ouais, c'est un vrai sujet. Alors Lorraine est très bien placée pour en parler et je pense qu'elle pourra aussi témoigner sur le sujet. En fait, faut sortir. Alors, avec Rachida, nous, on a l'habitude de faire des visios, des thématiques sur différents pays. Mais les US, c'est vraiment ce qui explose tous les compteurs. Et en fait, il faut sortir totalement du schéma qu'on connaît depuis qu'on est né, en fait, où on est couvert par la sécurité sociale. En France, on se demande jamais combien on va payer et si on va être bien soigné. En ce moment, il y a un peu des sujets de déserts médicaux, donc c'est plutôt les délais qui peuvent poser problème en France, mais sur la qualité des soins et sur le reste à charge, il n'y a pas trop de sujets. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Ça va très vite pour trouver un médecin. Il y a le choix. Par contre, on ne sait jamais combien on va payer aux États-Unis et il faut surtout être bien assuré. Et en fait, on peut s'assurer localement avec des assurances locales. Comme le disait Lorraine, il y a des employeurs qui peuvent proposer des assurances santé, mais qui sont très bonnes parfois quand on est dans des très grandes boîtes et souvent pas très bonnes et surtout très opaques et très peu compréhensibles pour les Français. Il y a un jargon très américain avec ce qu'on appelle des deductibles, donc c'est des franchises et tant qu'on n'atteint pas la franchise, on n'est pas remboursé. Donc pour un Français qui ne sait même pas en fait combien coûte parfois le coût des médicaments ou les analyses de sang, c'est vraiment un choc de se dire, bah tiens, mon deductible, par exemple, est de $2 000 par an, ce qui est même pas beaucoup, hein. Il y a même des deductibles de 5 000 ou 7 000 $ par an, et je suis pas remboursé, donc c'est vraiment un choc. Les réseaux de soins aussi, le fait d'aller dans tel réseau peut être imposé par l'assurance. Si on va en dehors du réseau, on peut ne pas être remboursé ou être moins remboursé. Donc voilà, c'est vrai que ça s'improvise pas et les coûts sont vraiment délirants. Un accouchement en France, ça coûte 2 400 € par exemple, un accouchement par voie basse. Aux États-Unis, il y a pas vraiment de prix, ça dépend de l'hôpital, ça dépend de la ville. Un accouchement, ça peut être 30 000 €, ça peut être même 100 000 $. Chez CarExpat, on a accompagné des personnes pour repricer en fait des coûts de santé liés à une hospitalisation pendant le Covid, liés à un accouchement, où le devis initial est de 100 000 $ et nous, assureurs, on dit non, mais écoutez, on fait partie de tel et tel réseau et on arrive à renégocier les factures à la baisse. C'est quelque chose qui n'existe pas du tout en France, quoi. Alors, c'est marrant, Raphaël. Damien, est-ce que je peux rebondir sur ce que Raphaël vient de dire? Non. En fait, moi, je suis assurée par CareExpat depuis 2 ans et en fonction des problématiques de santé qu'on peut avoir, soit c'est pris en charge directement par l'assurance, soit on doit payer upfront. Donc, ça veut dire que devant le médecin, on va dire: «J'ai une assurance qui ne paiera pas pour l'instant parce que c'est une assurance internationale. Donc, c'est à moi de payer comme si je n'étais pas assurée et via la facture, après que j'envoie à mon assureur, je serai remboursée. Mais ça, vous n'avez pas, voilà, juste donnez-moi la facture détaillée. Et en fonction des médecins, ça peut varier pour les mêmes soins là je parle d'expérience pour mon dentiste par exemple, de 500 $ pour juste un nettoyage, un détartrage, à 300 $. 300 $, c'est vraiment pas cher pour les États-Unis. Et il faut savoir que dans tous les cas, même si on vous demande 500 $, au moment de payer, vous pouvez dire: ah bah, j'ai pas 500 $. Ah bah non, c'est trop cher pour moi, vous m'avez pas prévenu. Et donc, vous pouvez toujours essayer de renégocier à la baisse. Un peu le coût des marchands de tapis au bled, c'est pareil. C'est en fait renégocier jusqu'à ce qu'on trouve un terrain d'entente. Et même là encore, vous pouvez renégocier derrière quand vous obtenez la facture. Donc, en vrai, tout est négociable aux États-Unis, tout est business et ça, faut comprendre. Et la santé en fait partie. Et aussi, attention, parce que ne soyez pas naïfs, les médecins vont venir vous faire un petit détartrage, vont vous dire: ah, ben là, il vous faut un plombage, ok, super, mais là, il vous faut un autre plombage. Attention, vous avez des caries. Attention, votre émail, elle est un peu jaune, ça serait pas mal de faire un blanchiment dentaire. Attention, même si mon dentiste ne me l'a jamais dit, mais vos dents se décalent, ça serait cool de porter un appareil dentaire à presque 30 ans. C'est exactement ça. Lorraine, elle a tout dit. Et nous, on a beaucoup de clients français qui disent en fait, je veux un second avis médical.
parce que j'ai pas confiance. En fait, je sais pas quelles sont les motivations du médecin ou de l'établissement. Est-ce qu'ils veulent juste plus d'argent et dans ce cas-là que je fasse plus de soins, ou est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de ma santé? Donc il y a beaucoup de gens qui reviennent en France pour avoir un second avis médical sur des problématiques qui sont assez importantes, et il y a des gens à qui on a prescrit des interventions du genou, etc. aux États-Unis, et quand ils reviennent en France, on leur dit non, c'est de l'arthrose, on va pas opérer pour ça. Mais l'opération aux États-Unis, elle aurait coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, voilà, la confiance est un peu rompue et il faut être assez vigilant sur ces sujets-là. C'est Et un business. justement, quand tu accompagnes avec la Caisse des Français de l'étranger, le retour en France pour des soins, ça peut être aussi une question en fonction des prix qu'on peut avoir dans son pays d'expatriation. Je laisse Rachida peut-être Ouais, rebondir. parce que j'allais dire, du coup, c'est une question pour moi. Alors, en fait, C'était pour toi. on a beaucoup parlé des différences entre les deux systèmes de santé. Et clairement, on est vraiment sur deux modèles complètement différents. Et la CFE, son rôle, la Caisse des Français de l'étranger, c'est de transposer le même modèle que le système français. Donc, alors, aux US, il y a des assurances qui peuvent être obligatoires. On est sur du privé. Donc, on est en partenariat justement avec CareExpat pour pouvoir permettre à nos assurés d'avoir la bonne solution santé aux US. Par contre, effectivement, le fait d'être à la CFE, ça permet de conserver ses droits en France. Et donc, quand on n'est pas sur des soins d'urgence, qu'on a la possibilité de programmer ces soins, il faut profiter des périodes où vous rentrez en France, à l'été ou à Noël. C'est souvent ce qu'on observe pour en profiter pour réaliser vos soins. Et là, vous êtes sur un modèle que on maîtrise, qu'on connaît. On peut même conserver ses professionnels de santé, ceux qu'on a l'habitude d'aller voir. On peut s'exprimer dans sa langue maternelle. On a beau être bilingue, ça peut être parfois difficile d'exprimer les mots, en fait, ce qu'on ressent dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Donc voilà, donc la CFE permet ça, ça permet de conserver ses droits en France. Également, donc surtout dans le cadre de séjours temporaires, puisqu'on est censé couvrir des personnes qui résident à l'étranger. Et du coup, en avantage, on a aussi la possibilité d'utiliser la carte vitale, donc de conserver sa carte vitale ou d'en demander une nouvelle quand on est expatrié depuis longtemps, pour ne pas avoir à avancer les frais de la part sécurité sociale. Très bien, justement, Lorraine évoquait, Raphaël, les questions de négociation finalement qui peuvent même avec le praticien. C'est des choses aussi que vous travaillez en amont de votre côté avec CareExpat pour avoir les meilleurs tarifs aussi avec les professionnels de santé? Ouais, c'est un très bon point. En fait, on essaie, nous, de privilégier des assurances santé, soit qu'on crée nous-mêmes, soit qu'on identifie, avec lesquelles il y a des réseaux de soins. Et en fait, bon, c'est du business aussi, mais lorsque les assurés vont dans le réseau de soins, le fameux coût de la consultation qui coûterait peut-être 200 dollars sans réseau peut ne coûter finalement que 100 dollars au réseau parce que tu es allé, à l'assureur parce que tu es allé dans le réseau. Donc c'est vraiment très important, et c'est très important aussi pour le coût des cotisations d'une année sur l'autre. Parce que si pour le même soin, tu payes toujours 50% de moins que ce que tu payais avant de mettre en place des réseaux de soins, forcément, tes cotisations aussi augmentent moins pour les clients. Donc, il faut que ce soit un système pérenne et que tous les intérêts soient alignés. Et on doute parfois quand même de l'honnêteté ou de l'intérêt des réseaux. En fait, on ne connaît jamais la vraie facture initiale, tu vois. C'est comme sur vente privée, pendant un moment, on ne savait pas si les moins 40%, c'était sur le premier prix mis en vente. C'est un peu la même chose avec les coûts de santé aux États-Unis. Donc, on essaye d'être très vigilant là-dessus et on choisit nos réseaux en fonction. Est-ce que, Lorraine, toi, ça a pu te freiner, ou tu as peut-être des amis pour lesquels ça a freiné aussi la prise en soin de certaines pathologies en se disant, voilà, ça a un tel coût que je préfère finalement attendre un retour en France, ou je laisse passer les choses en attendant que ça soit pris en charge? Bien sûr, il y a énormément de Français que je connais qui attendent leur retour en France pour faire certains soins, d'autres qui attendent le dernier moment que ce soit réellement grave avant d'aller se faire soigner, et ça a été mon cas. Je me suis retrouvée aux urgences au mois d'octobre, il me semble, septembre, octobre, je sais plus. Je me suis retrouvée aux urgences l'année dernière, mais j'ai attendu le dernier CARA
au moment où on m'a dit non mais là par contre si tu vas pas d'urgence en fait c'est très très grave. Pareil, le dentiste, j'ai attendu 2 ans pour le faire parce que je savais qu'il fallait que j'avance en amont mes frais. Je savais que ça allait coûter plusieurs centaines de dollars. Et parce que j'étais très, très ric-rac financièrement pour plusieurs raisons, du coup, je ne pouvais pas, en fait, tout simplement avancer ces frais-là. Donc, j'ai attendu. Voilà. Et c'est le cas de parfois beaucoup d'expatriés. Soit parce qu'ils sont mal renseignés, soit parce qu'ils sont mal assurés, soit parce que tout simplement, ils Justement, Raphaël, est-ce que tu peux nous parler du système américain? Parce que on entend parler d'Obamacare, il y a comme des différences aussi, il y a les assurances locales, les assurances internationales. Enfin, comment on s'y retrouve en fait dans tout ce système-là? En effet, en fait, Obama, quand il a été élu, il a mis quelques années, mais il avait réussi à créer l'Obamacare, qui est une très bonne loi en soi. Enfin, lui, pour lui, son modèle idéal, c'était le modèle français. Alors, il n'avait pas réussi à le faire avec l'Obamacare, mais il y avait quand même eu des avancées, notamment pour la prise en charge des soins médicaux des gens qui sont en difficulté, des personnes qui atteignent l'âge de plus de 65 ans. Donc, c'est des dispositifs qui s'appellent Medicare, Medicaid. Et l'Obamacare, en fait, c'était obliger les assureurs à prendre en charge les conditions préexistantes, les pre-existing conditions, c'est-à-dire que peu importe ton état de santé, tu es éligible en fait à un contrat d'assurance. Donc, les assureurs locaux sont pour beaucoup devenus Obamacare compliant ou ACA compliant. Et par contre, sont devenus très chers parce que comme ils prenaient en charge des conditions préexistantes, ils ont vraiment fait exploser les prix. Et nous, on avait eu un sujet quand même sur la population des expats, c'est que nous, les contrats qu'on vend depuis la France, qui sont beaucoup mieux couvrants que les contrats Obamacare, ne respectaient pas en fait les critères de l'Obamacare. Donc les expats pouvaient être soumis à une pénalité fiscale si tu n'avais pas un contrat ACA compliant. Et Trump, quand il est arrivé au pouvoir, a retiré tout de suite cette pénalité fiscale. Donc, ce qui était plutôt une bonne nouvelle pour nous, les acteurs étrangers qui assurent les expats aux États-Unis, et pour les expats aussi finalement, parce que sur les contrats ACA compliant, on retrouve quand même ce fameux jargon de deductible, de co-insurance, de copay. Donc, même si on prend en charge des conditions préexistantes, il y a quand même, c'est à la fois très cher et pas très couvrant. Donc, ils pouvaient retrouver des contrats expats sans risque de pénalité. Et là, on a 5 États quand même qui ont remis cette pénalité fiscale, qui sont des États démocrates, donc notamment la Californie, le New Jersey, le Massachusetts dont on parlait tout à l'heure avec Boston, District of Columbia aussi, où voilà, il peut y avoir des pénalités fiscales si on n'a pas un contrat ACA compliant. Alors nous, lorsque c'est des corporates françaises qui couvrent leurs expats avec des contrats français, on a un document qui permet de ne pas payer cette pénalité fiscale. Donc, c'est un document 1095B qu'on donne à l'IRS américain pour éviter d'avoir cette pénalité. Mais pour les individuels, c'est vrai qu'il est recommandé d'avoir un contrat ACA compliant quand on est dans ces états-là pour ne pas être embêté par l'administration fiscale. C'est jamais agréable de se dire je suis français aux États-Unis et je dois payer quelque chose au fisc. C'est pas très confortable. Bien sûr. Et justement, le coût de la santé, il varie aussi. Alors, on sait que New York, c'est une ville très chère, mais il varie aussi beaucoup d'un État à un autre. Ouais, il y a vraiment 3 États qui explosent les compteurs. C'est New York, c'est la Californie, donc San Francisco, Los Angeles et la Floride. Justement, Lorraine, toi, tu vis à New York. Est-ce que le coût de la vie en général, c'est vraiment quand même un frein? C'est quelque chose qui est compliqué aussi à gérer au quotidien? Non, franchement, je vivais à Miami avant. Les coûts sont assez similaires. Sachant qu'à Miami, il nous faut une voiture. Donc, il faut acheter la voiture, payer l'assurance, etc. etc. À New York, on a juste le train à payer. Donc, c'est vachement plus économique. Alors oui, New York, c'est cher. C'est l'une des villes les plus chères du monde. Mais les salaires suivent, en fait. Et les gens vivent bien à New York. Oui, c'est cher, bien sûr. Mais il y a plein de systèmes pour économiser de l'argent. Il y a des too good to go, chose qu'on n'a pas forcément, par exemple, à Miami. Moi, en tant qu'influenceuse, j'ai la chance de pouvoir participer au programme de Storytime, donc j'ai de la nourriture gratos. Il y a plein de choses qui existent à New York qu'on n'a pas à Paris, qu'on n'a pas à Miami. Et donc, non, moi, mon loyer me coûte 1200 par mois. Alors, on peut dire que c'est cher, mais c'est genre
tiers de ce que je gagne, donc ça va, en fait. Et est-ce que tu as eu des difficultés pour trouver un logement ou finalement c'est quelque chose quand même assez simple sur place? Trouver un logement, c'est assez simple dans des villes comme New York parce qu'il y a énormément de sous-location. Et moi, je suis en sous-location, j'ai pas honte de le dire. Être en location, c'est très compliqué pour pouvoir être sur un lit. Il faut plein de papiers, comme en France en fait, hein, plein de preuves de revenus, un crédit score, chose que je n'ai pas encore malgré que ça fasse 2 ans que je suis ici. Voilà, donc non. L'avantage de New Et alors, York aussi, c'est d'être en sous-location, hyper facile. et alors justement, par rapport à CareExpat, donc toi voilà, tu souscris aussi à CareExpat, comment tu les as connus? C'est eux qui m'ont contacté. Ils ont vu que je voyageais et ils se sont demandé si j'étais assurée. Et je leur ai dit, mais assurée de quoi? Pourquoi faire? Enfin, j'ai 20 ans, je ne vais pas m'assurer, c'est mort. Enfin, et donc, en fait, j'étais vraiment dans cette optique-là. Et à force de discuter avec l'équipe, je me suis rendu compte pourquoi c'était intéressant et surtout important de s'assurer. J'ai vraiment été éduquée par eux à ce niveau-là. Et surtout sur mes voyages aux États-Unis. Et donc, du coup, depuis, je souscris et je dis à tout le monde justement de souscrire parce que j'ai compris avec le temps et avec les expériences que c'est très, très important. C'est peut-être justement, alors moi qui ai été expatrié aussi dans ma vingtaine en Thaïlande, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément non plus à être couvert au niveau de la santé, on se prend un peu invincible, on se dit c'est pas grave, on remet ça un petit peu pour le lendemain. Est-ce que Raphaël, c'est quelque chose que tu as souvent aussi dans les personnes que tu peux accompagner? Toujours. Toujours chez les jeunes. Tu sais, nous, on a même des mamans qui souscrivent pour leurs enfants de 40 ans, 50 ans. Donc, on est à la fois trop bien ou trop mal éduqués en France parce que justement, on a la sécu, donc on pense que ça va être partout pareil, qu'on va nous attendre les bras ouverts en Thaïlande, au Mexique ou aux États-Unis si on a le moindre bobo, qu'on va nous soigner, qu'on va nous laisser partir, alors que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est un premier point. Et pareil, les mutuelles, très souvent, tu es employé, donc, enfin, tu es salarié pour une grande majorité de la population, donc c'est ton employeur qui te trouve ta mutuelle. Donc en fait, tu n'es pas du tout acteur de ta santé en France. Tu as juste la chance d'avoir une bonne couverture sans le choisir. Et dès que tu pars à l'étranger, c'est toi qui deviens le pilote un peu de l'avion. Et si tu oublies de faire ça, personne ne va le faire pour toi. Donc, le côté invincible, beaucoup chez les jeunes, et là, c'est clairement les parents qui prennent la relève. Et même quand on vieillit, parfois, ça arrive aussi. Même les parents, des fois, ne sont même pas au courant au final. Et surtout, on est très bébétisé en France au niveau de la santé. En fait, on ne se renseigne pas parce qu'on n'a pas besoin de se renseigner et qu'on est vraiment accompagné comme des enfants, même s'il y a des déserts médicaux. Ici, si on n'a pas cette capacité de négocier, si on fait confiance je vais y arriver, au corps médical, voilà, on se fait clairement avoir pour rester gentil. Et c'est un conseil que tu donnes effectivement, ce que tu disais aussi à tes amis qui sont sur place, d'essayer justement de prendre soin. Et en quoi c'était important pour toi aussi d'être avec un acteur finalement français aussi, francophone, qui puisse te parler? Est-ce que ça apporte aussi un degré de, alors peut-être pas de confiance supplémentaire, mais en tout cas de compréhension aussi, comme le disait Rachida, c'est important quand même sur des questions de santé, peut-être d'être accompagné dans sa langue, ça peut être important. C'est surtout important pour comprendre le système dans lequel on est parce qu'on est un peu jeté dans la gueule du loup sans savoir ce qui se passe. Et si on n'est pas accompagné, et le fait d'être dans sa langue natale, ça a un avantage aussi parce que pour expliquer tout le jargon médical américain, c'est limite nécessaire. Et surtout pour avoir un accompagnement en disant ok, moi je me suis cassé le bras, par exemple, demain je me casse le bras, au lieu d'appeler 911, ce que je vais faire d'abord, c'est appeler Raphaël et lui dire Raphaël, je me suis cassé le bras, est-ce que c'est ok si j'appelle 911? Genre, voilà, c'est vraiment comme ça que je vais procéder parce que, attends, je suis un peu rodée, je sais que je peux appeler 911 et ensuite j'appelle Raphaël, c'est ok. Mais donc, du coup, je veux dire, il y a vraiment un accompagnement personnalisé à CareExpat, ce qui n'est pas le cas dans toutes les assurances, et c'est aussi pour ça que je passe par eux, c'est qu'il y a vraiment un accompagnement personnalisé, il y a des gens qui sont là pour répondre à nos questions en fonction de ce qui se passe, de ce qui peut nous arriver, etc. Et c'est super important que ce soit en français parce que sur le coup de la panique, par exemple, ou si on a une maladie bien spécifique, des fois on ne connaît pas les termes en anglais, ce qui est normal, et donc c'est hyper important de se faire. Rachida,
De ton côté, on se posait la question justement des jeunes en expatriation, à quel point aussi leurs parents pouvaient être acteurs de leur propre santé, hein, parce qu'on sait que ça peut être complexe d'appréhender cette question. C'est quelque chose que tu vois aussi aux États-Unis, mais aussi. Ouais, alors complètement. Alors je suis désolée, je suis connectée depuis un événement. Mon téléphone a pris un coup de chaud. J'ai besoin d'une assurance pour mon téléphone aussi. Je crois qu'il n'est pas bien. J'ai une forte chaleur parisienne, donc je m'excuse de ces coupures. Oui, oui, on voit effectivement beaucoup. Alors sur les jeunes, alors c'est de moins en moins vrai, mais quand moi je suis arrivée à la CFE il y a quelques années maintenant, je voyais effectivement beaucoup de jeunes insouciants qui partaient en expatriation ou qui allaient s'installer à l'étranger sans se soucier de la question de la santé, pensant que naturellement, la sécurité sociale allait nous suivre. Mais c'est même pas, ça faisait même pas partie des questions qu'on se posait. Et donc, alors je dis que c'est de moins en moins vrai parce qu'on a de plus en plus de jeunes sensibles à la question de la santé, parce que du coup, aujourd'hui, on sait de plus en plus combien coûte le coût de la santé, ce qui était moins vrai avant. Et puis, aujourd'hui, on a effectivement ce mix des deux, donc des jeunes qui s'inquiètent, et puis sinon, c'est les parents. Et donc, souvent, je partage souvent des expériences parce que quand je me déplace au contact des Français de l'étranger, j'ai pas mal d'anecdotes et il y en a qui sont plus ou moins marrantes. J'ai des jeunes qui peuvent me dire bah, j'ai pris rendez-vous avec vous parce que mes parents m'ont demandé, mais je sais pas ce que je fais là. Donc là, on sait qu'on repart de zéro, mais ceci dit, l'échange est toujours très constructif, où on a vraiment les parents qui s'occupent de leurs enfants à 40 ans, qui se posent la question de la couverture santé de leur enfant qui va s'expatrier ou qui va s'installer à l'étranger. Donc en fait, qui que ce soit qui se pose la question de la santé, moi je trouve que c'est quand même une bonne... une bonne chose, c'est qu'il y a de l'amélioration. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Et les jeunes, il faut sortir du stéréotype aussi. Je suis jeune, donc je suis pas malade. Je suis jeune, il va rien m'arriver. Donc, payer tant d'euros par mois pour une assurance, quelle qu'elle soit, je ne parle même pas nécessairement de la CFE, je prends le risque. C'est aussi souvent ce qu'on voit. Hein. C'est j'ai jamais été malade, j'ai jamais été chez un médecin, mais on perd peut-être. On se rend pas compte que peut-être que dans un autre pays, alors même les États-Unis, mais dans d'autres pays, on peut avoir des maladies ou enfin voilà, on sait pas ce qui peut nous arriver et c'est le principe même de l'assurance, hein, c'est de pouvoir se parer à n'importe quelle éventualité. Donc voilà, donc c'est ne pas faire un peu les warriors en se disant qu'il va rien nous arriver parce que c'est souvent dans ce genre de situation qu'il nous arrive quelque chose. Et aux US, on n'est pas en France. Alors une nuit d'hôpital, ça n'a pas le même coût. Enfin, Raphaël a beaucoup insisté hein, sur les différences de prix. C'est un des pays où le coût de la santé est très 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 cher. Et donc, c'est dommage de ne pas pouvoir, enfin, en tout cas, de pas se dire, dans 100% des cas, quand il nous arrive un pépin à l'étranger, on se dit, bah mince, si j'avais su, je m'aurais peut-être mieux préparé, j'aurais peut-être pris une assurance. Est-ce que Lorraine, justement, ça te rassure d'être rassurée aujourd'hui et pour te dire, on peut aussi des fois attendre et finalement se retrouver avec une pathologie qui est beaucoup plus grave ou des choses qui arrivent qui sont beaucoup plus difficiles à prendre en compte. Surtout qu'en fait, il faut aussi prendre en compte qu'un pays étranger, à la France, notre corps n'est pas forcément habitué, que ce soit avec les chaleurs, par exemple, la nourriture ou autre. Et donc, on peut aussi développer des pathologies qu'on n'avait pas forcément en France, même en étant jeune. Je parle de carie, je parle peut-être, je sais pas, peut-être pas de cholestérol, mais du diabète, des choses comme ça, des petites maladies qui peuvent arriver parce qu'en fait, notre corps ne s'habitue pas à l'environnement dans lequel on est actuellement ou a du mal à s'habituer. Donc, c'est important de s'assurer à ce niveau-là. C'est aussi important parce que même si on se croit invincible, on n'est jamais protégé d'un accident de voiture, de tout et n'importe quoi, en fait. Et pour peu qu'on ne soit pas enfermé entre quatre murs chez soi et qu'on bouge un peu, qu'on voyage un peu, c'est important de se faire assurer. Moi, je l'ai compris quand j'étais à l'époque, je faisais des croisières. Quand j'étais en croisière, que j'étais tombée un peu malade, etc., que j'ai dû aller à la pharmacie, que ça m'a coûté bonbon, parce que là, il y avait la consultation. Là, je me suis dit, waouh, j'aurais peut-être dû prendre une assurance. Je sais plus, ça m'a coûté peut-être 150, comme ça. Ce qui est bonbon pour moi.
ça dépend des échelles, mais voilà. Et pareil, quand j'étais au pair, quand j'avais 20 ans, que j'étais assurée via une assurance locale, j'ai dû aller au planning familial pour la pilule et ça m'a coûté genre $80 la pilule tous les mois ou tous les 2 mois. Et en fait, alors qu'en France, ça coûtait que dalle. Et donc, en fait, je me suis dit, mais pourquoi mon assurance ne me rembourse pas, etc. Donc, c'est des petits aléas comme ça qui font qu'on se rend compte, même si on est jeune, bah, on n'a pas forcément les moyens de payer plus que ça certains aspects de la santé et que surtout, on n'est pas invincible. Est-ce que justement, pour revenir sur d'arriver justement d'être adhérent pour Care Expat, comment ça se passe? Tout le monde peut devenir adhérent? Est-ce qu'il y a des questionnaires de santé préalables? Comment ça fonctionne? Care Expat, ça fonctionne, je le compare souvent à, Raphaël il va sourire, mais au kayak de la santé. C'est un comparateur en fait d'assurance. Le Care Expat, c'est pas une assurance. Ça veut dire que par exemple, on va aller sur leur site internet, on va rentrer des informations. C'est-à-dire si on est à l'étranger, que ce soit d'ailleurs sur un voyage court ou un voyage long, en famille, seul, quel pays, est-ce qu'on est étudiant, est-ce qu'on est travailleur, quel est notre statut, etc., etc. Et en fonction de tout ça, on va avoir une liste en fait d'assurance qui va correspondre à notre profil et surtout un conseiller qui va nous appeler pour savoir vraiment quelle est l'assurance qui nous correspond au mieux en fonction de notre profil et surtout aussi de notre budget. Je ne me trompe pas, Raphaël. C'est exactement ça. Je pense que tu peux postuler chez Care Expat, Lorraine. Il y a moyen, peut-être. Et le côté humain est très important parce qu'en effet, il y a la plateforme en ligne qui est très bien faite et dans la réalité, les gens qui partent pour des petits séjours étudiants souscrivent souvent tout seuls sur notre site, mais les gens qui partent s'expatrier plusieurs années, eux, ils ont besoin de conseillers. Et sur les États-Unis, il y a des primes d'assurance à 20 000 euros pour une famille, par exemple, par an. Et lorsque c'est notre première recherche, on peut penser que c'est un bug ou que c'est une blague. Non, c'est la réalité et c'est même souvent moins cher que ce qui se fait localement. Mais tu mets pas 20 000 euros tout seul par carte bancaire sans avoir eu quelqu'un au téléphone. Donc notre équipe de conseillers, elle est super importante, à la fois pour faire un peu de pédagogie aussi et faire un benchmark parce qu'on est donc courtier et donc en fonction des besoins et du profil, comme l'a dit Lorraine, on ne va pas proposer les mêmes solutions d'assurance. Exactement. Et ce que j'aime bien avec Care Expat, contrairement à d'autres assurances santé, c'est que même, ils sont, comme disait Raphaël, ils sont vachement sur le côté humain. Donc, bien sûr que leur but, c'est de te faire souscrire une assurance, mais il y a quand même le côté humain qui prime avant ça et qui est vraiment là pour trouver la solution qui te correspond, si on a une. Ils sont pas là pour pousser à la consommation juste parce que tu pars à l'étranger qui te faut une assurance. C'est vraiment genre, quelle est l'assurance qui va te correspondre en fonction de tes besoins. Et on sait qu'on peut appeler du coup Raphaël avant d'appeler 911 et ça, je pense qu'on va laisser Je ton sais pas numéro. si c'était la meilleure info. J'avais autorisé Lorraine, mais on a 20 000 assurés, donc j'imagine bien que Non, il n'y a que moi qui ai le droit de faire ça. Rachida, justement, toi de ton côté, pourquoi c'est important justement d'avoir cette complémentaire entre ce que justement offre pour les États-Unis en particulier? Alors, nous, c'est super important parce que, alors, en plus d'avoir Care Expat en partenaire, parce que il y a ce comparateur, mais il y a ce qui est leur force, mais il y a aussi tout leur savoir-faire et leur expertise. Et sur les US, alors, Raphaël en parlera mieux que moi, mais ils ont pu faire des rapprochements qui leur permettent aujourd'hui d'avoir les licences, de pouvoir conseiller les assurés, les Français de l'étranger sur la partie US, à même sur les US, mais également avec toute la partie CFE. Donc pour moi, c'est le meilleur conseil parce que la CFE ne suffit pas seule. On parle beaucoup de santé, enfin de soins dentaires ou optiques. En France, on sait tous que la sécurité sociale ne rembourse pas des masses sur ces deux typologies de soins. Donc là-dessus, il faut au moins avoir une complémentaire santé. Mais si on va dans le privé ou si on décide d'avoir une garantie monde CFE, parce que la CFE, c'est plusieurs possibilités de garantie, mais il y a la possibilité monde où on est couvert partout dans le monde et également en France. Là, effectivement, sur des coûts de la santé aussi élevés qu'aux US, il est fortement conseillé d'avoir une complémentaire.
une complémentaire qui implique donc qu'elle est qu'elle a la légitimité de pouvoir couvrir sur place. Enfin voilà, il y a toute une réglementation, il y a toute une chaîne à respecter pour pouvoir être assureur ou vendre des produits d'assurance aux US. Alors justement, Raphaël, quels sont un peu les retours, toi, des utilisateurs de CareExpat par rapport au fait voilà, de pouvoir avoir davantage d'informations, justement, de pouvoir préparer en amont son parcours de soins? Nous, on n'est pas très objectif. On a soit des gens très contents, soit des gens pas contents du tout au téléphone. Et en fait, les gens pour qui ça se passe bien, voilà, c'est quand même la majorité silencieuse. Mais les retours, si tu veux, c'est vraiment... Moi, les retours que je préfère, c'est plutôt les gens qui vivent aux États-Unis depuis longtemps, qu'on a récupéré, entre guillemets, sur un système à la française et qui s'y retrouvent plus parce qu'ils sont couverts en France quand ils rentrent l'été ou quand ils envoient leurs enfants pendant l'été. Enfin, j'étais encore hier avec des Français qui vivent aux États-Unis. Ils envoient leurs enfants les 2 mois d'été chez les grands-parents pour qu'ils gardent la culture française, pour qu'ils gardent le contact avec la famille, etc. Donc, c'est vraiment un schéma assez classique. C'est d'être assuré sans déductible sur place, sans co-insurance, sans maximum out of pocket, qui sont vraiment, mais c'est un jargon très peu compréhensible pour les Français. Donc les retours, si tu veux, c'est de retrouver de la clarté et de savoir comment je suis couvert. Et ça, pour un Français, ne pas savoir comment il est couvert, ne pas savoir combien il va payer à chaque fois qu'il va chez le médecin, et parfois même pas payer la même chose quand tu vas chez le même médecin, c'est compliqué, tu vois. Donc ça, c'est vraiment les feedbacks qu'on apprécie le plus. Et alors on parlait du côté humain, en quoi c'est important aussi, Lorraine, finalement, le fait d'avoir peut-être du réseau aussi créé sur place, de l'entraide aussi au sein de la communauté française et francophone. Est-ce que ça t'a aidé aussi dans ton installation? Bien sûr. Alors après, moi, la communauté francophone, j'ai rencontré, j'ai surtout créé mon cercle en déménageant soit à Miami, soit je veux dire en Floride en général, soit à New York. Donc au début, je connaissais quelques personnes, mais c'était pas, j'ai surtout créé tout ça, tout ce réseau-là en étant ici sur place. Après, j'ai l'avantage d'être sur les réseaux sociaux et d'avoir un certain nombre de personnes qui me suivent qui sont déjà sur place. Donc ça peut aider aussi. Mais non, le réseau, on se le crée sur place. Alors justement, qu'est-ce que tu as comme retour aussi par rapport à tes réseaux sociaux? Ce que tu proposes comme contenu, c'est beaucoup de personnes qui sont intéressées pour partir vivre, des gens qui vivent déjà sur place, j'imagine un peu de tout, mais... C'est un peu de tout. Après, j'ai souvent des questions concernant l'immigration, etc. Je ne réponds pas à ces questions-là parce que je ne suis pas avocate. Et j'ai aucune envie d'être avocate, donc je n'ai pas envie de conseiller les gens sur l'immigration. Et d'ailleurs, j'ai complètement arrêté de faire ce genre de vidéos parce que je n'ai pas les compétences et je n'ai pas envie d'induire en erreur. J'ai beaucoup de personnes qui, en fait, à l'heure actuelle, contrairement il y a 1 an ou 2, par exemple, ne me suivent pas juste pour des conseils aux États-Unis, mais plus pour la personne que je suis devenue à travers les États-Unis les valeurs que j'ai, etc. C'est une communauté beaucoup plus forte, on va dire, et beaucoup plus alignée avec mes valeurs. Et aussi beaucoup plus intéressante, entre guillemets, parce que les États-Unis, c'est bien actuellement, mais ça sera peut-être pas mon pays dans quelques mois, dans quelques années, j'en sais rien en fait. Les États-Unis, j'ai pas forcément une attache à vie avec eux. J'y suis actuellement pour plusieurs raisons. Voilà, je veux dire, ça se trouve dans 6 mois, je suis en Thaïlande. Qu'est-ce qu'on en sait? Donc c'est aussi pour ça que ma communauté, je veux pas qu'ils soient attachés trop à moi par rapport au pays qui est les États-Unis, mais plus aux valeurs que je prône et plus à ce que je fais aujourd'hui en tant qu'expatrié et à ce que je montre, etc. Donc c'est aussi pour ça que j'ai moins de questions sur l'expatriation. J'ai plus des questions aussi en termes de voyage, par exemple. Plus, il va être des gens, des Français qui viennent aux États-Unis pour voyager ou qui veulent voyager même dans d'autres pays qui aujourd'hui me contactent parce que justement, j'ai plus ces valeurs-là actuellement. Et c'est comme ça que tu vois aussi peut-être l'évolution de ton contenu, que tu veux aussi peut-être tenter davantage ou te tourner vers des choses un peu différentes? Exactement, j'en ai un peu marre et je me retrouve plus du tout dans le contenu France vs USA et 100% culturel.
je me tourne de plus en plus, même si ça tourne actuellement encore sur les États-Unis, à du contenu voyage, du contenu lifestyle, voire du contenu parfois un peu mode, skincare. Et forcément, il y a des gens à qui ça plaît pas, mais c'est pas grave, ça fait du ménage. En tout Voilà. cas, nous, on Parce que continue. je me suis rendu compte que, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé Damien, Non, pas- et je me suis rendu compte que depuis la nouvelle administration qui a été mise en place, beaucoup de personnes qui adorent les USA, beaucoup de personnes qui me suivaient par rapport aux États-Unis sont en fait des personnes qui ne sont pas du tout en accord avec mes valeurs, pour rester poli et voilà. Et je ne veux pas de ces personnes-là dans mes amis. Voilà. Donc ça fait aussi du ménage, c'est très bien. C'est très bien. Comme je le disais, on continue de toute façon. Est-ce que, Raphaël, justement, alors là, Lorraine parlait de potentiellement un jour partir, pourquoi pas dans un autre pays. C'est aussi, ça qui est intéressant, c'est d'avoir aussi des acteurs qui peuvent nous suivre aussi en fonction de là où on va. Ouais, on assure partout, mais vraiment, vraiment partout. Bon, il y a certaines destinations où c'est plus compliqué de trouver un contrat, mais on arrive à trouver quand même. mais pour le coup, la Thaïlande, Lorraine, c'est bien, ça me va bien. La Thaïlande, ouais, je suis la Thaïlande, mais ça peut être le Japon, ça peut être, je sais pas encore. Et en effet, nous, on suit nos clients sur plusieurs pays. On les suit aussi sur différents projets, hein. Souvent, ils arrivent en tant qu'étudiants pour la première fois. À la CFE, c'est un peu la même chose aussi. Et c'est des parcours de vie où on rentre en France quelques mois, quelques années, on repart voilà, en couple, puis on construit une famille ou on repart en famille et pas toujours dans le même pays. Et ça, depuis le Covid, ça a vraiment explosé. Voilà, les digital nomades, c'est pas une légende, hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en télétravail ou qui sont freelance et qui changent de pays, qui passent plusieurs mois dans un pays et qui changent ensuite. Donc, on est en capacité d'assurer toutes ces personnes-là, tous ces profils et peu importe le pays. Et si un jour, tu parlais du Japon, typiquement au Japon, alors après, il faut avoir un certain visa, etc. Mais des assurances comme les nôtres sont plus très pertinentes et on est en capacité de le dire aussi, en fait. Et quand c'est mieux de s'assurer localement, on reste honnête et on dit, écoutez, vous n'avez plus besoin de nous, on vous retrouve sur un autre pays, quoi. Après, Justement, le Japon, c'est une idée comme une autre, hein. Et voilà. en tout cas, c'est des belles destinations. Rachida, justement, il y a les questions justement effectivement des digital nomades, des indépendants aussi. Il y a plein de gens qui sont pas forcément qui créent leur activité, qui parfois aussi travaillent toujours avec la France, mais voilà, elles sont à l'étranger. Est-ce que c'est des cas plus compliqués à couvrir ou finalement il y a toujours des solutions? Il y a toujours des solutions parce qu'en réalité, on transpose le modèle, donc je le disais français, mais au-delà de transposer le modèle, on transpose les valeurs de la sécurité sociale. Donc, outre le fait qu'on est vraiment présent partout, on est, contrairement à une assurance privée qui va peut-être faire des exclusions de pays parce que le pays est en guerre ou pour X ou Y raison, bah, nous, on va vraiment assurer partout, même si le pays est en guerre. On va assurer tout le monde sans limite d'âge, parce qu'une assurance privée a aussi une limite d'âge. Il n'y a pas de questionnaire médical, donc on peut vraiment arriver à tout moment. Raphaël a utilisé cette expression que moi j'aime beaucoup, c'est qu'on accompagne en fait à chaque étape de la vie. On parlait des jeunes tout à l'heure, on parle des familles, on parle des personnes aux US, des personnes euh, en Asie ou en ASEAN. Et donc, et aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit aussi, nous, c'est que l'expatriation a beaucoup évolué. La CFE, je le dis souvent, a été créée pour accompagner les entreprises qui expatriaient des collaborateurs français dans leur filiale à l'étranger. Ça commence à disparaître petit à petit. Et ce qu'on voit, c'est effectivement ces nouvelles formes d'expatriation. Alors moi, je ne parle pas d'expatriation au sens du contrat de travail, hein, mais vraiment du français qui va résider à l'étranger. Donc on voit ces nouvelles formes et pour des conditions de visa ou plutôt d'obtention de visa, on voit aussi des personnes soit créer leur entreprise, soit travailler de n'importe où parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin forcément pardon, d'avoir une filiale et de travailler depuis le pays où on travaille. Donc, on essaye de s'adapter.
à ces mouvements qui évoluent rapidement. Je crois que la crise Covid a été l'accélérateur de toutes ces prémices. En fait, avant la crise Covid, c'était des bribes et aujourd'hui, on a besoin de s'adapter. Donc, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de ce genre de choses. Donc, nous aussi, on essaye de se doter de toutes ces nouvelles technologies pour être au plus proche des besoins de nos assurés qui évoluent très, très rapidement. Donc, C'est restons connectés parce que prochainement, on va annoncer qu'on va pouvoir couvrir la retraite des travailleurs indépendants, qui est une grosse question depuis un certain temps. Ça, c'est très intéressant. Sur l'évolution, justement, Raphaël, tu disais que c'était important de garder le côté humain. Aujourd'hui, à l'ère de l'IA, comment on fait pour avoir les deux finalement et puis aussi continuer à évoluer aussi. Je sais que toutes les sociétés évoluent aussi, les entreprises. Comment on fait les choses chez Carexpat? C'est un vrai sujet, c'est une très bonne question. C'est que pour les problématiques de santé, on n'en est pas encore à faire confiance totalement à une IA. Et en fait, nous, Carexpat, on utilise beaucoup l'IA, mais plutôt pour des tâches répétitives, tu vois, pour des automatisations qui sont pertinentes, tu vois, de l'être. Mais surtout, et on garde en fait notre force, enfin nos forces, pour l'accompagnement de nos clients qui ont des questions. Enfin, voilà, on utilise l'IA, bien sûr, mais nos clients sont contents de parler à un conseiller et pas à une IA, quoi, pour le coup. Ouais, si je Et peux me j'imagine permettre, que... c'est quand même super Oui, bien sûr. important. C'est A est bien pour les tâches répétitives et qui permettent de solutionner des cas basiques de nos assurés, mais ça n'empêche pas qu'il faille conserver des humains derrière. C'est super important. C'est ce que tu disais aussi, Lorraine, c'était important pour toi d'avoir ce côté humain. Voilà. Ah c'est sûr, parce que même si aujourd'hui l'IA est intéressante sur certains points, je veux dire, la santé touche quand même à l'humain beaucoup plus que d'autres domaines et c'est important d'avoir de réels conseillers qui soient, on va dire, aussi humains dans leur manière de réagir et dans leur manière d'aider, quoi. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas être remplacées par l'IA. Il y a des choses, oui, et des choses difficilement. Et si demain, par exemple, Raphaël est remplacé par un robot, je ne pense pas que le travail aura le même impact, humainement parlant, sur les clients ou les assurés. Je ne sais pas si je les appelle les clients, les assurés. Ouais, les deux, non, mais client, pour moi, c'est pas, ça va, c'est bien. Mais, Les clients, non, mais par contre, le sujet de l'IA pour nous, c'est d'être trouvé par les IA et d'être référencé, en fait, par les IA, parce que il y a quand même un changement de paradigme où les gens maintenant vont sur Claude ou ChatGPT ou peu importe et disent où est-ce que je peux trouver la meilleure assurance santé pour aller aux États-Unis. Donc, l'enjeu, il est plutôt là aussi pour nous. Et il y a un vrai virage à pas louper à ce niveau-là. Mais par contre, ce que j'aime bien avec Carexpat à l'heure de l'IA et à l'heure où plein de marques utilisent l'IA pour faire de la communication, c'est que vous n'en avez pas tant utilisé que ça, ou pas du tout même. Et vous faites encore appel à des créateurs qui, eux, n'utilisent pas non plus l'IA, qui sont assez authentiques. Et il y a quand même ce côté, cet aspect authentique que j'aime beaucoup avec Carexpat. Humain et Je pense authentique. qu'en plus, on y reviendra. Enfin, les gens qui utilisent trop l'IA pour la com, pour les posts LinkedIn, etc. Enfin, je pense qu'il va y avoir une overdose à un moment donné et on va avoir besoin d'authenticité dans tout ça. Et surtout que les gens ne sont pas dupes, effectivement. Je pense que Lorraine, toi, en tant que contenu, tu vois bien la différence et je pense que tous les gens qui le voient aussi, c'est important d'avoir ce côté authentique et de ne pas uniformiser. Et même au-delà de l'IA, les gens ont tendance à trop en faire sur les réseaux sociaux, notamment des plateformes comme YouTube, à trop, on va dire, téléviser des vidéos, c'est-à-dire avec des grosses caméras, du gros matos, des gros scripts, des gens derrière, etc. Alors, il y a une audience pour ça et c'est très bien, mais je pense que c'est bien aussi pour certaines communautés, notamment la mienne, je pense qu'elles se retrouvent comme ça, de garder ce côté, je prends mon téléphone, je marche dans la rue et je vous dis ce que je pense et j'ai pas de script et sur un certain sujet ou un certain questionnement que j'ai. Bien sûr, il y a des vidéos qui sont plus travaillées que d'autres, notamment des vlogs, etc., que j'adore faire, mais pareil, là, il n'y a pas de IA, c'est juste moi, une petite voix off et voilà. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant et ça
ça montre en fait que il y a aussi une demande de contenu, comme ça. Bah, merci beaucoup. Effectivement, alors j'ai mis la fiche de contact, donc n'hésitez pas à suivre Frenchylo, c'est déjà pas le cas pour le moment, et on a les coordonnées de CareExpat et de la CFE. Justement, pour finir, est-ce qu'on pourra avoir peut-être, Lorraine, aussi, et je poserai la question aussi à elle et Rachida, tes conseils pour qui veulent partir vivre? Alors, on parlait des États-Unis, mais ça peut être à l'étranger en général. Bah, mes conseils, déjà bien s'assurer, c'est bête, hein, mais là, Raphaël va être d'accord, c'est peut-être le b.a-ba, bien s'assurer en fonction de problématiques qu'on a, en fonction de son voyage, en fonction de ce qu'on va faire sur place, si on a un employeur ou pas, si on est seul ou pas, si on est étudiant ou pas, bref, voilà. Bien préparer son voyage en amont, ça veut dire ne pas y aller en pensant qu'on va trouver du travail sur place ou un logement sur place. Je veux dire, il y a certains visas comme les États-Unis où ça demande un employeur en amont, ça demande une école en amont, ça demande vraiment une préparation en amont. Donc, bien se renseigner sur le type de visa qui correspond à notre profil parce qu'il y a plus de 80 visas différents. Même si je parle plus d'immigration, je connais au moins certains sujets. Et concernant d'autres pays où l'obtention d'un visa est plus simple, je ne pourrais pas conseiller, mais la seule chose à dire, c'est d'avoir un minimum sur son compte en banque pour pouvoir backup si besoin. Ou du moins de pouvoir s'acheter un billet retour si jamais il y a un problème. Rachida, quels seraient tes conseils pour ces Français qui veulent partir à l'étranger? Ben, je dirais, pareil, bien se préparer, mais je pense que c'est ce qu'on rabâche depuis presque 1 heure maintenant. Moi, je dirais, ben, si on a des personnes connectées, c'est qu'elles ont un intérêt, c'est qu'elles sont en train de préparer un projet ou que leur projet est plutôt ficelé. Peu importe le statut de leur projet, faut profiter de cette maison de l'expatriation qui a lieu toute l'année en distanciel, mais qui est présente physiquement là jusque début juillet. Donc, de profiter de ce rassemblement de toutes ces entités qui sont là pour accompagner et au pire, ça permettra juste de valider des choix qui ont été faits et au mieux, ça permettra d'aboutir, de faire aboutir en tout cas un projet qui est pas à prendre à la légère, hein, c'est quand même un tournant dans une vie. Voilà, donc il y a de la prise de rendez-vous, il y a le site internet. Et puis, ce que je dirais aussi, bah, c'est qu'il y a des personnes comme Frenchylo qui partagent leur expérience. Je crois que le partage d'expérience, c'est très, très important. Donc, vraiment aussi de rester connecté avec la communauté de Français. Il n'y a pas une manière d'arriver à un projet d'expatriation, mais plusieurs manières. Et il faut s'inspirer parce qu'il y a plein de cas inspirants. Voilà. Effectivement, on le dit beaucoup à la maison de l'expatriation, mais c'est vrai que d'aller faire son réseau même avant de partir, hein, d'aller sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou autre au niveau professionnel, pour voir un petit peu des personnes qui sont déjà en place dans la carrière qu'on voudrait avoir. En tout cas, c'est toujours important de le faire, hein, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de solidarité, que les gens sont souvent très ouverts justement à la discussion. Raphaël, de ton côté, quels seraient tes conseils? Bon, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit avant, mais moi, j'utiliserais l'IA quand même maintenant, si je devais m'expatrier, pour me faire une petite to-do des sujets à ne pas oublier. Après, il y a la maison de l'expat quand même que je voudrais saluer parce que c'est une super initiative et il y a énormément d'informations. Voilà, donc si je devais m'expatrier aujourd'hui, je contacterai quand même la maison de l'expat pour les différentes problématiques qu'on peut rencontrer au moment d'un départ. Et après, tout dépend. Moi, aujourd'hui, j'ai une famille, donc forcément, je regarderai l'école, voilà, toutes les problématiques autour des enfants, etc. Et c'est forcément pas la même chose de s'expatrier seul ou à plusieurs. Et puis voilà, je fais exprès de ne pas parler de la partie santé puisque vous l'avez déjà fait. Merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle qu'effectivement qu'il y a toujours la possibilité de prendre des rendez-vous expatriation, donc en présentiel à Paris jusqu'au début du mois de juillet, mais également en présentiel toute l'année. C'est des rendez-vous gratuits avec de l'humain, sans IA. On est vraiment que de l'humain et c'est important. Et aussi, on a des conférences qui vont avoir lieu dans les prochains jours, donc n'hésitez pas à vous connecter. Elles sont gratuites et elles seront disponibles aussi en replay un peu partout sur nos réseaux sociaux. Merci encore, Lorraine, pour ton partage d'expérience. Raphaël, à tous, ou bonne soirée en fonction de votre destination.